Comment être heureux au travail? C'est la question du jour de notre nouvelle émission, les débats d'idées. Les débats d'idées, le lieu où on débat des sujets de société. C'est un sujet brûlant, l'actualité récente bien sûr, avec le malaise des personnels des EHPAD ou la révolte des gardiens de prison. Plus largement, c'est un sujet de fond. Il y aurait en France 3 millions de personnes en situation de travail excessif ou compulsif. On peut avoir mal au travail et on peut en devenir malade. Alors, faut-il être heureux au travail? Comment être heureux au travail? Pour en débattre, nous recevons aujourd'hui deux experts dans des domaines radicalement différents. Bertie Nucky, bonjour. Bonjour. Bertie, vous êtes la gérante du fonds Sycomore Happy at Work. Votre métier, c'est de prendre l'argent qu'on vous confie, de le gérer en investissant, vous dites, dans des entreprises où les salariés sont heureux. Parce que quand ils sont heureux, ils travaillent mieux, ils sont plus créatifs, l'entreprise se porte mieux, elle a une meilleure rentabilité financière et donc le cours de bourse est de meilleure qualité, c'est ça? Exactement. Et puis pour débattre avec vous, Bertie, Samuel Métias. Samuel, vous êtes le porte-parole et le fondateur de Happytech. Alors Happytech, c'est un collectif qui rassemble des startups, mais aussi des entreprises qui ont plus de maturité, mais qui ont en commun d'intervenir dans le domaine des technologies et puis du bien-être au travail. En résumé, c'est ça? C'est ça, exactement. L'innovation technologique au service du bien-être. Samuel, Bertie, merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pour lancer ce débat sur le bien-être au travail, j'ai quand même pour vous deux une question. Comment on peut mesurer le bien-être au travail? Comment ça se mesure? Parce que c'est quand même très subjectif, le bien-être. Bertie. Tout à fait. Il y a un tas de façons de mesurer le bien-être au travail. Mais bon, il faut bien faire un choix. Donc nous, en tant que gestionnaire d'actifs, on est obligé de sélectionner les entreprises dans lesquelles on va investir. Surtout quand la promesse, c'est d'investir dans des entreprises dont l'attention portée au capital humain est un vecteur de performance. Donc finalement, il y a 3 dimensions qu'on va regarder. La première, c'est véritablement d'identifier si le capital humain est un vecteur stratégique pour le management des entreprises dans lesquelles on cherche à investir. Le deuxième... Concrètement, ça veut dire quoi, un vecteur stratégique, le capital humain? Est-ce qu'on respecte les salariés, c'est ça? Est-ce que finalement, la vision des dirigeants, la manière dont ils gèrent et dont ils s'intègrent des acquisitions externes, dont ils gèrent les restructurations, est faite en pensant aux hommes et aux femmes qui travaillent dans l'entreprise? C'est pas uniquement des financiers, mais aussi des gens qui prennent en compte le fait qu'on travaille avec des équipes. Tout à fait. Ça, c'est le premier paramètre. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième, finalement, c'est d'évaluer les moyens qui sont mis en face pour faire en sorte que les salariés soient épanouis dans l'entreprise. Et donc là, on regarde 5 grandes dimensions. La première, c'est le sens. Finalement, est-ce que tous les salariés savent pourquoi ils vont travailler le matin? Quelle est la mission de l'entreprise? Quel est leur rôle à eux? Donc là, on a des entreprises dans le fond comme Essilor, par exemple, dont la mission est améliorer la vue pour améliorer la vie. Finalement, c'est quelque chose qui est instrumental pour tous les salariés. Ils ont quasiment 70 000 salariés à travers le monde, qu'ils travaillent dans le centre de R&D ou dans une usine. C'est une mission qui les porte dans leur travail au quotidien. C'est vrai que c'est déprimant de faire un travail, on a l'impression que ça ne sert à rien, ou on ne comprend pas bien à quoi il sert socialement. Exactement. Donc le sens, ça c'est important. Le sens, très important. Deuxièmement, l'autonomie. Donc on parle beaucoup de nouveaux modes de management, notamment on supprime d'ailleurs ce management, mais finalement la confiance, la responsabilisation des équipes, on voit que c'est quelque chose qui anime énormément les salariés aujourd'hui. C'est le pari notamment qu'a fait Michelin il y a quelques années, pari plutôt qui a été relevé aujourd'hui. La troisième dimension, c'est tout ce qui est compétences, développement des compétences. Donc là on a des entreprises dans le fond comme Brunello Cucinelli qui fait du prêt-à-porter, une entreprise italienne, qui a ouvert une école et une académie en Ombrie pour permettre de transmettre aux nouvelles générations des savoir-faire qui se perdaient. Donc Bertie, vous dites en tant que professionnel, en tant qu'investisseur, moi je suis capable d'avoir un point de vue tant sur la santé financière de l'entreprise que sur la qualité de l'environnement et le bien-être que les salariés ont. C'est ça? C'est ça. Samuel, vous aussi, vous êtes aussi confiant, vous avez des méthodologies, comment on appréhende ce bien-être? C'est une vraie question en fait, dans les différentes dimensions des solutions proposées dans la Happytech. Il y a effectivement tout ce qui va être relations sociales, sport, etc. Il y a la santé, mais il y a aussi la mesure, comment mesurer le bien-être. Et mesurer le bien-être, c'est une vaste question. Et il y a effectivement des startups principalement qui proposent des solutions innovantes autour de ça. Mais pour être très honnête, c'est-à-dire que ce soit les Bloom at Work, les S-Meetup ou ces startups-là, chacune a
amène sa vision un petit peu de la mesure, de comment évaluer tout ça, avec chacun son chercheur, son scientifique, son... Ce que vous êtes en train de me dire, que c'est le bazar, quoi. C'est un peu divers, c'est pas forcément... je dis pas que c'est mal, mais c'est un peu divers et il n'y a pas de point de vue strictement scientifique sur le sujet. Du coup, nous, à la Pitech, on a monté un partenariat avec l'ESSEC Business School, l'école de commerce Paris, Singapour et Rabat, pour monter une chaire d'enseignement et de recherche à Pitech. Et parmi les missions de cette chaire d'enseignement et de recherche, il y a évidemment l'impact économique du bien-être, il y a évidemment tout ce qui va être l'évaluation du retour sur investissement, mais aussi comment on mesure concrètement le bien-être au sein des entreprises. Et dans ces missions-là, l'idée, c'est vraiment de faire des expérimentations avec les entreprises Apitech qui sont partenaires, avec l'ESSEC, pour avoir des publications scientifiques qui seront publiées, qui seront livrées au marché, de manière à ce que tout le monde puisse grandir là-dessus. Donc ça, c'est demain. Mais aujourd'hui déjà, on s'est quand même posé la question parce qu'on a nécessité, quand on est un collectif de start-up, à convaincre aussi les entreprises à apprendre les solutions. Un peu, ouais. Et nous, en particulier chez Commit, qui est la start-up que j'ai fondée au départ, on a fait une petite étude en disant il y a 3 dimensions concrètes sur lesquelles on peut évaluer assez rapidement un retour sur investissement quand on met en une démarche bien-être. Et elles sont directement liées en fait à la masse salariale. C'est l'absentéisme. Quand on est bien au travail, on est moins absent. C'est le turnover, parce qu'a priori, quand on est bien au travail, on a tendance à rester un peu plus longtemps chez son employeur. Bah oui. Et puis c'est la productivité, parce que la productivité, quand on regarde les chiffres, moi je trouve ça juste énorme à chaque fois. Moi je venais pas du monde du bien-être au départ, et quand j'ai vu le chiffre de 30% plus productif que j'ai vu dans un certain nombre d'études, je me suis dit mais c'est énorme, vous vous rendez compte, 30% plus productif, c'est un trimestre en plus pour l'entreprise. Moi je gère un PNL, j'adorerais avoir un trimestre de revenus en plus. Donc ces 3 axes-là, quand vous les quantifiez, une entreprise de 500 salariés en France sur un an, c'est 1 million d'euros d'économie, avec seulement 3 jours de moins d'absence par salarié, 2% de turnover au moins par rapport à la moyenne nationale, et seulement 5% de productivité en plus. Donc des chiffres très bas, c'est très clair. C'est déjà 1 million. Bertie, vous êtes financière, vous avez l'habitude de manipuler, de traiter des chiffres. Ça a quelles conséquences, le bien-être au travail? Est-ce que, Samuel disait, les gens sont plus productifs, plus enthousiastes, ont plus d'idées? Est-ce que ça se traduit dans les résultats financiers des entreprises? En effet, alors, dans la performance économique, tu le disais, et dans la performance boursière également. Donc nous, c'était un peu notre pari quand on a lancé ce fonds Sycomore Happy at Work en 2015, de se dire finalement, est-ce qu'en investissant avec une méthodologie, on regarde aussi bien entendu les indicateurs tels que le taux de turnover, le taux d'absentéisme. Il y a des entreprises dans lesquelles on investit, comme SAP par exemple, qui ont en effet quantifié un point de pourcentage supplémentaire sur un baromètre de qualité de vie au travail. Combien ça fait? Et donc, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros en plus directement en termes de résultats opérationnels. Donc, tout ce qui est performance économique, on l'appréhende plutôt bien. Et en termes de performance boursière, il y a encore peu d'études qui ont été faites sur le sujet. Mais la performance de Sycomore Happy at Work depuis sa création est quasiment 20 points au-dessus de celle de son indice de référence. Donc, c'est rentable. Donc c'est rentable. Samuel, on a tendance à beaucoup parler d'intelligence artificielle, de tech, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est parfois un peu un sujet à la mode, voire une coquetterie. Je ne vois pas concrètement la technologie, en quoi elle va aider le bien-être au travail. Est-ce que vous avez une illustration ou deux concrètes de comment ça va m'aider, moi, à être plus heureux avec mes collègues, d'avoir certaines technologies plutôt que d'autres? C'est une bonne question, et c'est une question que je me suis posée moi-même en faisant mon constat, en me disant comment je vais amener du bien-être. C'est-à-dire que moi j'ai pressenti, c'est-à-dire qu'au départ, c'est pas une conviction naturelle. Moi, au départ, j'ai pressenti ça quand j'ai voulu lancer ma start-up en me disant faut améliorer le bien-être. Moi, j'ai constaté entre... Donnez-nous un exemple concret. Un exemple concret. Pas les présupposés. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est concrètement, j'ai lu une étude qui m'a marqué et qui, du coup, m'a fait montrer la chose. Mais un exemple concret. Concrètement, quand je décide de lancer ma start-up, avant ça, je fais un constat qui est très concret, qui est frappant. Je vois dans une mairie des agents qui sont venus, et souvent les agents, ils sont pas venus dans les collectivités territoriales pour être fonctionnaires et avoir un job sûr. Souvent, ils viennent parce qu'ils veulent servir l'intérêt général. Et ces gens-là qui arrivent dans une mairie, dans une collectivité territoriale et qui veulent servir l'intérêt général, et quand on les regarde, 2 ans après, 3 ans après, ils sont fanés, ils sont tristes, ils ont perdu l'enthousiasme, il y a une usure qui moi, m'a frappé. Et en même temps, je suis salarié à côté, puisque quand on est élu, on a très souvent un travail à côté, parce qu'on peut pas se contenter de l'indemnité d'élu. Moi, je travaille chez Microsoft à côté, et là, je vois une entreprise qui investit énormément dans le bien-être de ses salariés, avec de l'enthousiasme le matin, des gens qui viennent, qui ont de l'énergie, etc. Et ce que j'ai pressenti tout de suite, c'est entre une mairie
où l'informatique c'est le 18e siècle et Microsoft, on cherche déjà à être dans le 22e, il y a 4 siècles d'écart. Donc je me suis dit, c'est obligé, il y a quelque chose ici au sein de la technologie qui favorise le bien-être. Et ça, c'était très concret. Un exemple concret. Et Parce que pour moi, j'ai bien compris le concept. Hein. Ouais, j'ai bien compris que c'était plus smooth de travailler chez Microsoft que dans une mairie. Concrètement, c'est quoi les outils? Qu'est-ce qui fait? Concrètement, c'est des outils, pour comprendre, c'est qu'est-ce qui amène le bien-être. Avant de se dire quel outil et pourquoi les outils, c'est qu'est-ce qui amène. Les outils agissent sur des leviers. Un des leviers fondamentaux pour le bien-être, c'est la relation sociale entre les individus, par exemple. C'est assez facile à comprendre. Si vous entendez pas bien avec votre manager, pas bien avec les gens autour de vous, pas bien avec sur l'open space où vous êtes, vous pouvez avoir la cantine gratuite, le baby-foot dans la cafette et même des locaux magnifiques, vous n'allez pas aller au travail. La question est, c'est comment on crée du lien, justement, pour que les gens se connectent. 80% des gens vont vous répondre « Ma relation avec les individus est clé pour que je me sente bien, mais comment je fais ?» Et là, la technologie va aider, parce qu'elle va pouvoir créer des occasions. Elle va pouvoir vous organiser des activités un peu surprises pour que vous fassiez des choses avec les gens. Je crois que vous nous parliez, quand on préparait cette émission, d'une application qui, au sein de l'entreprise, permettait de partager des informations professionnelles, mais aussi des informations sur les centres d'intérêt personnel. C'est exactement ça. Un tel qui est amateur de football, tel autre qui est amateur de plongée sous-marine, tel autre qui aime la littérature. Et en définitive, on perçoit les gens plus uniquement comme un collègue, un supérieur ou un exécutant, mais il y a une dimension humaine qui apparaît. C'est plus que ça, c'est remettre l'humain en avant. C'est-à-dire, c'est exactement ce que vous dites. À un moment, pour faire une activité, pour remettre du lien humain, on va plus se concentrer sur dans quelle entreprise vous êtes, ou quelle communauté, ou dans quelle division, ou quel poste vous avez. On va dire qu'est-ce que vous aimez en tant qu'être humain, et on va vous mélanger. Et donc du coup, si vous aimez effectivement le tennis, et que le patron de la boîte est le tennis, vous avez beau être stagiaire et venir d'arriver, vous allez peut-être faire du tennis ensemble, parce que grâce à l'intelligence artificielle, on aura détecté vos centres d'intérêt, on aura réservé pour vous le cours de tennis, et on vous aura envoyé une invitation où le patron et vous êtes disponibles en même temps. Donc ça aide à faire du lien. Samuel Berthier, j'ai une question un peu pas poil à gratter, mais on parle de Happy at Work, c'est bien, on a compris le concept. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas parfois, pas dans toutes les entreprises, mais parfois une ruse des directions pour rendre les salariés plus coopératifs? Est-ce que c'est pas parfois un peu de la poudre aux yeux? Alors, je ne l'aurais pas formulé comme ça, une ruse de la direction. Mais ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que finalement, ce qu'on recherche, la finalité, c'est de prendre plaisir à aller au travail, de prendre plaisir à travailler, d'être bien en effet avec ses collègues. D'ailleurs, l'aspect relationnel, c'est le 4e pilier de notre méthodologie, donc en effet extrêmement important. Mais si les salariés sont épanouis, j'ai pas envie d'être forcément manichéenne et de me dire voilà, c'est tout noir parce que ça profite aussi à la performance économique de l'entreprise et donc au management. Finalement, assurer la pérennité économique d'une entreprise, c'est quand même ce qui va assurer aux salariés qu'ils auront un travail demain. Donc je pense que c'est un tout et c'est extrêmement important. En effet, on passe tellement de temps au travail de se sentir bien et d'assurer la pérennité économique de son entreprise. Donc, Samuel, même question, est-ce que parfois il n'y a pas un peu de poudre aux yeux? Moi, je vais être polémique, je pense que le bien-être tue le management, le middle management en tout cas, dans le sens où mieux on se sent au travail, plus on va prendre d'initiatives, plus on va prendre du leadership. En fait, on va épanouir et laisser la place à chaque salarié de prendre l'envergure dont il a besoin et qui va faire avec enthousiasme et autonomie. Donc on va avoir de moins en moins besoin en fait de managers intermédiaires entre une direction générale et le salarié en direct opérationnel. Donc du coup, si c'est une ruse du management, je pense qu'elle est un peu autodestructrice. Des fois, ça peut... L'animal peut échapper à son promoteur. L'un et l'autre, vous voyez beaucoup d'entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas? Des initiatives que vous avez vues et dont vous dites, oui, ça c'est une belle initiative. Et puis parfois, on se dit, ça c'était une fausse bonne idée. Sur le papier, c'était bien et puis ça ne fonctionne pas. Concrètement. Ce qui fonctionne, et pour repartir sur ce que je disais tout à l'heure, la question du sens, c'est les entreprises qui ont défini une mission, qui ont mis en place des valeurs, qui ont une culture et qui les font vivre au jour le jour dans l'organisation. Il y en a encore trop peu dans le domaine des entreprises cotées. On trouve la plupart de ces entreprises, des entreprises à mission, dans le secteur du non-coté. Donc voilà, on encourage les entreprises sur cette voie-là. Et sur ce qui ne fonctionne pas, la liste est assez longue finalement quand on se focalise sur des gadgets ou sur des
des choses accessoires, mais que c'est pas vraiment porté et incarné par le management. Je pense que c'est ça le plus problématique et la principale raison de l'échec. Juste pour revenir sur la question de la suppression du management intermédiaire, je pense qu'il y a une entreprise quand même très connue qui a tenté le coup, Zappos, et Tonissier, donc qui a été racheté par Amazon. Finalement, ils font un petit peu marche arrière parce que pour remplacer le management intermédiaire, ils ont dû mettre en place un système quand même assez verrouillé, donc beaucoup de réunions, une prise de parole assez codifiée et finalement un espèce d'alourdissement du système. Donc au départ c'était génial, les collaborateurs se sentaient en effet beaucoup plus responsabilisés, beaucoup plus autonomes. Et puis finalement on voit que pour remplacer ce management hiérarchique, il y a quand même un juste équilibre à trouver. On va continuer, je vais vous demander des réponses plus synthétiques. On a encore quelques questions. Juste en 2 mots, Samuel, les bonnes et les mauvaises pratiques, un exemple concret ou pas ? Un exemple concret, je vais revenir sur ce que tu disais. Effectivement, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire que concrètement, prendre une solution Apitech et se dire on va prendre simplement une solution technologique et ça va faire le bien-être, ça ne marche pas, surtout si, comme tu le disais, le management ne s'en saisit pas. C'est-à-dire que très concrètement, moi j'ai vu des solutions mises en œuvre, notamment dans un contexte industriel, avec des cadres et des ouvriers. Si les cadres et la direction ne se saisissent pas aussi de cet outil et ne montrent pas l'exemplarité et qu'ils laissent en fait, même si c'est pour créer du lien et mélanger les gens, les ouvriers entre eux, on perd complètement le sens de cette solution et ça ne fonctionne pas. Donc ce qui fonctionne, oui, outiller les démarches bien-être, ça fonctionne. Ne pas montrer l'exemplarité sans saisir soi-même, on a beau faire de la communication et de marketing, c'est pas suffisant, il faut savoir aussi le faire soi-même. Est-ce que les pouvoirs publics se sont saisis de ce chantier ? Vous avez le sentiment que les pouvoirs publics se penchent sur ces questions de bien-être au travail ou vous avez l'impression d'être des défricheurs encore pour le moment ? Voilà, oui et non. Ah, non, ça c'est une réponse de Normand. Alors, oui, pourquoi ? Oui, pourquoi ? Parce qu'on sent bien, nous aujourd'hui dans Apitech, on l'a présenté au président de la République, on travaille avec la ministre du Travail, donc on sent bien que les pouvoirs publics et le gouvernement aujourd'hui se saisissent de la question. En même temps, avec la réforme du Code du travail, c'était juste nécessaire. On connaissait l'appétence de la ministre pour le sujet. Mais en même temps, c'est pas parce que le gouvernement s'en saisit, se saisit de la question et semble vouloir lui donner une impulsion qu'aujourd'hui, dans les collectivités, concrètement dans les administrations, ça suit le mouvement. C'est encore très compliqué, il n'y a pas les budgets, il n'y a pas forcément la démarche, les personnes qui s'occupent de ça. Et donc, il y a une prise de conscience, sans doute. Il n'y a pas encore une concrétisation. Dernière question, Happiness Manager, est-ce que c'est un nouveau métier en vogue ? Happiness Manager ou Chief Happiness Officer, génial si c'est pour faire comme ce qu'a fait par exemple Laurence Vanney au ministère de la Sécurité sociale belge, donc qui a libéré ses équipes à travers tout un tas de moyens et qui les a rendues beaucoup plus productives. Donc toutes les équipes ont augmenté leur productivité entre 20 et 350%. Maintenant, 350%, c'est qu'on partait sans doute de très loin quand même. Mais par contre, Chief Happiness Officer, nous on a le cas très concret d'une entreprise qui était dans notre fonds. Happy at Work. Et puis d'un côté, ils avaient une culture de l'enchantement, un Chief Happiness Officer. De l'autre côté, des pratiques, en tout cas des allégations de licenciement abusif, une transparence du management sur ces sujets-là plus que... Donc dans ce cas-là, quand c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est le happiness manager est un peu une espèce de cache-sexe. C'est surtout que ça doit être... c'est une problématique dont tout le monde doit se saisir. Donc quel que soit le rôle, quel que soit le titre du job, Chief Happiness Officer, Office Manager ou simplement salarié, il faut que chacun se saisisse de la problématique. Et nous, c'est ce qu'on souhaite aussi apporter en mettant entre les mains de chaque salarié des outils technologiques qui permettent de concrétiser dans la durée et pas seulement à un événement une fois par an, cette démarche de bien-être de tous les jours. Bertie, Samuel, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Maintenant, on passe aux questions rituelles. Alors, votre coup de cœur, votre coup de gueule, qui se lance ? À toi l'honneur. Bertie. Ok, moi mon coup de gueule, et pour repartir sur ce que tu disais tout à l'heure, ton constat, la différence entre Microsoft finalement et la mairie, moi je pense qu'il y a un secteur qui est particulièrement où les personnes ne sont pas forcément bien rémunérées pour le travail qu'elles fournissent, l'équilibre vie professionnelle, vie privée est plus que moyen.
c'est le secteur de la santé. Donc que ce soit, tu parlais des EHPAD tout à l'heure en introduction, dans les hôpitaux. Donc là, il y a un problème de bien-être. Je pense qu'il y a un problème de bien-être. Il y a un vrai coup de gueule. Et il est temps de faire quelque chose, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. C'est très clair. Merci Bertie. Samuel. Alors moi, mon coup de cœur, c'est une start-up de la Happy Tech, Mellowmind, qui a reçu le prix Innovation mondial au CES de Las Vegas. Donc je voulais leur tirer mon chapeau. Et mon coup de gueule, c'est qu'il n'y ait pas encore de stand Happy Tech au prochain Vivatech. On a le plus gros événement start-up en France qui arrive et on n'a pas le bien-être dedans. Donc appel à la French Tech et à Vivatech. Ça va arriver. Voilà. Et puis la toute dernière question, la question boule de cristal. On a parlé de l'actualité avec des mouvements sociaux. Est-ce que, selon vous, le printemps social sera chaud? Samuel. Eh bien, je pense que non. Eh ben, non, pas parce que les sujets ne le méritent pas. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui arrivent qui sont particulièrement chauds en réalité et qui, dans la plupart des autres temps de gouvernement, auraient suscité des grèves relativement monstrueuses. Mais je pense qu'il y a une espèce de bienveillance vers ce gouvernement en ce moment, un peu générale, qui fait que même si les sujets le mériteraient, bah non, je pense que ça va être très calme. Donc, printemps social qui ne sera pas chaud. Bertie. Je suis un peu du même avis que Samuel. Je pense que finalement, aujourd'hui, je n'imagine pas la moitié de la France descendre dans la rue au printemps sur les sujets dont on vient de parler. Bon, très clair. Samuel, Bertie, merci de votre présence, de votre participation et de vos bonnes lumières. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.